Savez-vous que Marx n'a jamais été marxiste? Savez-vous que Marx, finalement, n'avait rien contre l'argent? Savez-vous que Marx n'avait également rien contre le capital? Et plus important, ce n'est pas Marx qui a inventé le communisme, qui veut dire du latin commun, universel, le bien commun universel. En réalité, Jésus fut communiste. Et quelque part, nous sommes tous des communistes au sens organique et cellulaire. La grande différence se trouve peut-être entre deux notions fondamentales. La première, c'est le mondialisme, l'universel, face au nationalisme, au souverainisme. Et on peut définir ces deux notions qui opposent Marx, l'universaliste, le mondialiste, la dictature du prolétariat, face à Proudhon, l'anarchiste, plutôt nationaliste, ou disons réservé à ces idées mondialistes dangereuses. Histoire, philosophie et politique, car tout est politique dans la vie. Histosophienne, histosophien, bienvenue. Tout d'abord, je m'inspire d'un livre que j'ai découvert grâce au Cercle Aristote. Merci au Cercle. Merci de cette éducation et instruction politique. Un livre de Denis Colin qui s'appelle « Comprendre Marx », regardez l'image, qui est un résumé vraiment bien fait que je conseille. Bien évidemment, j'ai lu le manifeste du Parti communiste et j'ai tenté de lire Le Capital que j'ai abandonné. Je préfère largement Proudhon, je dois dire. Mais, l'œuvre de Marx est importante. Marx est un génie dans le sens où il a bousculé certaines idées, il a eu une approche neuve, novatrice en la matière de l'étude sociale. Marx se définit lui-même comme un scientifique. Enfin, c'est ce qu'il voudrait être. Je rappelle une de ses phrases, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Le communisme n'est pas une sorte d'égalité absolue, pas du tout. C'est une tentative de créer un monde plus juste. Marx a lui-même été influencé par le très grand philosophe Hegel, qui, si vous voulez, on va dire, est un philosophe dans le sens de la tradition, où pour lui il y a une spiritualité qui existe, et Marx va rompre avec ça en devenant un matérialiste, en voulant créer une philosophie du réel et une économie du réel, face, si vous voulez, à ces pensées un petit peu religieuses, on peut dire quelque part. Il adhère un peu plus tard à la Ligue des Justes. La Ligue des Justes, c'est l'ancêtre du Parti communiste, c'est des Allemands réfugiés en France, et c'est la Ligue des Justes qui va le financer pour écrire le manifeste du Parti communiste, et la Ligue des Justes va devenir plus tard la Ligue des communistes. Il a ensuite fait une critique de Proudhon, qu'il admirait. Voilà un petit peu pour l'introduction rapide. On va rentrer maintenant dans la partie histoire. Alors, on va rapidement dérouler l'histoire de Marx. Il est né en 1818 en Allemagne. Il est issu d'une famille rabbinique juive, mais son père, Ashkénaze, ce sont des Ashkénazis, mais son père s'est converti au protestantisme pour pouvoir devenir avocat. Sa mère est restée, on suppose, de confession juive, mais elle s'est convertie plus tard, elle aussi, au protestantisme. C'était des conversions de raison, on va dire. Mais cela dit, Marx a été baptisé protestant, il a fait sa communion, il a été élevé, entre guillemets, dans une famille peu pratiquante, je pense. En 1841, alors Marx est un bourgeois. 1841, Marx, à la différence de Proudhon, Proudhon, lui, c'est un
il est issu du milieu prolétaire. Hein. C'est les deux grandes différences majeures dans le milieu familial. 1841, Marx obtient son doctorat, mais il ne trouve pas de poste de professeur. 1842, il écrit La question juive, qui pour lui est important parce que il veut que les juifs s'émancipent de aussi bien la religion que de leur côté un petit peu capitaliste, pharisien. Et il dit que l'émancipation du juif, c'est l'émancipation de l'homme en général. Donc ça c'est important parce qu'on va y revenir après. Bon, Marx est un héritier du siècle des Lumières, hein, c'est clairement le cas. Il est très scientiste, il croit en la science. Comme je vous l'ai dit, il était très proche initialement de la philosophie hegelienne, mais de gauche, hein, parce qu'il y a les jeunes hegeliens de droite, on va dire, et les jeunes hegeliens de gauche. 1843, Marx s'installe à Paris avec sa femme Jenny, la femme du baron von Westphalen. Famille noble. Il ne s'est pas marié avec une ouvrière comme Hegel, son copain. Engels, son copain. Ne confondez pas Hegel et Engels. Hein. Donc, il épouse une roturière. Le frère de sa femme va devenir un haut fonctionnaire dans l'État prussien, le plus réactionnaire qui puisse exister. Hein. Alors, c'est un couple, son frère deviendra ministre de l'Intérieur du royaume de Prusse. C'est pas rien. Donc, il n'avait pas trop de problèmes d'argent, Marx. Hein. Il faut pas, même s'il a eu des temps durs, des choses comme ça. Bon, voilà. Le couple a 6 enfants. 3 vont mourir et il leur resteront 3 filles qui vont se marier et qui auront des enfants. Donc, il y a une descendance de Marx. Hein. Il a également mis enceinte sa bonne. Hein, on y reviendra plus tard, mais bon, c'est intéressant pour quelqu'un qui veut libérer l'homme du capitalisme, du paternalisme capitalistique. Il a un peu agi en tant que capitaliste de base, c'est-à-dire il a peut-être un peu profité de sa position dominante au sein de cette famille pour faire un enfant à sa bonne. Bon. En 1844, il va vraiment commencer à travailler avec Engels. Engels, lui, c'est un Allemand aussi qui est directeur d'une usine familiale en Angleterre. Donc c'est un pur capitaliste, mais qui veut changer la société lui aussi. Hein. Voilà. Donc là, ils se rencontrent à Paris, et ils commencent à travailler ensemble. Et ils font en 1847 une critique, Misère de la philosophie, une critique de Proudhon. 1850, la lutte des classes. 1850, Marx entame l'écriture du Capital, mais qui est un livre inachevé. Hein. Engels terminera un petit peu cette œuvre. Alors c'est une œuvre monumentale. Hein. Marx est en cela un génie. Il ne faut pas avoir peur de le dire, mais qui a fait du mal. Qui a fait du mal parce qu'il a été mal compris souvent. 1852, c'est la révolution, le coup d'État de Louis Bonaparte, le 18 Brunei. Et alors lui, il vit tout ça. Il vit dans une époque assez mouvementée. Hein. 1867, publication du premier livre du Capital en allemand. 1875 en français. 1883, il meurt en Angleterre à l'âge de 64 ans de la tuberculose. Voilà un petit peu les grands traits de la vie de Marx. Alors maintenant, on rentre dans la partie philosophique. Alors, pour Marx, le premier point fondamental, c'est l'aliénation. L'aliénation de l'homme par le travail du grand capital. Marx écrit, comme les travailleurs sont aliénés de leur travail, des produits de leur travail et de leur essence humaine sous le capitalisme. C'est-à-dire qu'ils perdent même leur essence humaine. La théorie de l'aliénation est quelque chose qui va vraiment être le départ du travail de Marx. Et là, je vous conseille quand même de lire ou voir ma vidéo sur Arnold Gehlen, l'homme, car c'est très complémentaire. Marx n'aura pas une approche trop anthropologique ni trop biologique, même si il y a des choses qui vont ressortir. Mais bon, je vous invite à lire ce livre parce que nous, humains, nous sommes par défaut des animaux aliénés, car nous sommes aussi comme les animaux
pris par nos instincts, par nos passions, par notre biologie, mais nous avons une capacité de délestage, c'est-à-dire qu'on sait pas contrôler, mais on sait mettre en veilleuse ses instincts qui sont chez l'animal. Le chien, par exemple, est totalement aliéné à ses réactions physiques en permanence. Il ne sait pas prendre du recul. Là. Alors ça, c'est important à garder en tête. Alors, il va également, quand il se détache de Hegel, parce que Hegel est trop presque religieux en son sens, même si c'est un des pères de la philosophie moderne, hein, Hegel. Hein, c'est lui qui a fait thèse, antithèse, etc. Hein, donc, il se rapproche d'un autre philosophe qui s'appelle Feuchtbach, et Feuchtbach, c'est quelqu'un de très matérialiste. Hein. Alors que Hegel mettait l'accent sur l'idéalisme de la dialectique de l'esprit, Feuchtbach se concentrait sur le matérialisme de la réalité sensible. Là, je cite le livre de Nicolas. Bon, alors, en résumé, si vous voulez, Feuchtbach veut sortir un petit peu de cette philosophie un petit peu traditionnelle religieuse pour aller dans la philosophie plus scientifique du réel. Hein. Et Marx veut mettre l'économie, faire de la philosophie économique du réel, c'est-à-dire partir de l'individu. La première aliénation, c'est bien évidemment la religion. Donc il y aura une critique de la religion, et Marx est également très proche de la pensée et des écritures de Rousseau. Hein, mais il est également influencé par les philosophies modernes telles que Locke, par exemple, qui s'opposent, mais dans un sens, on va dire, assez subtil. C'est-à-dire qu'en fait, pour Marx, le travail en ce 19e siècle du prolétaire, de l'ouvrier, est une aliénation, ce qui n'est pas faux au début, bien évidemment. Mais pour Locke, lui, il voit ça de l'autre côté, il pense que le travail est une libération et la source de toute richesse et le fondement ultime du droit à la propriété. Alors bien sûr, ça va diverger avec Marx. Hein. Moi, je rajoute que en fait, l'aliénation, c'est dans Espace épais, l'aliénation première, c'est le vol du temps libre, car c'est le temps libre qui fait de l'homme l'homme. Si vous regardez cette vidéo, vous avez du temps libre. Si vous avez lu Le Capital de Marx, vous avez beaucoup de temps libre. Et ça, c'est une des grandes différences. C'est-à-dire, en fait, quand vous êtes aliéné à votre travail, effectivement, vous n'avez plus de temps libre. Vous travaillez 12 heures, 12 heures par jour, vous rentrez, vous êtes exténué, vous dormez ou vous buvez, vous regardez une série bidon à la télé, débile, et vous n'avez plus de temps libre. En fait, l'humain ne réfléchit pas s'il n'a pas de temps libre. Alors donc, Marx veut faire une nouvelle philosophie du réel, mettre les pieds sur terre, et là, il va rentrer dans le nominalisme. Le nominalisme, c'est une philosophie où seuls les individus concrets existent. Les idées, les concepts, etc. ne sont que des concepts. Il faut partir du réel. Alors là, il y a une très grande différence, dissociation avec Jung, le philosophe Jung. Alors, lui, Jung parle de l'inconscient collectif, c'est une réalité d'une âme supérieure. Et ça rejoint aussi un peu Hegel. C'est-à-dire que pour Jung, l'inconscient collectif est de nature objective, c'est-à-dire qu'il existe. C'est pas seulement un concept. Il y a un inconscient collectif dans des individus d'un même groupe, et même d'ailleurs de toute la planète Terre. Nous avons un inconscient collectif humain. Mais après, nous avons des inconscients collectifs plus locaux, hein, inhérents à nos cultures spécifiques. Et c'est quelque chose qui est, pour Jung et Hegel dans un certain sens, quelque chose qui existe. Pour Marx, non. Seul l'individu compte, seul le nominalisme, c'est-à-dire on part de la seule contrainte qui existe au monde, qui est l'exploitation de l'homme par l'homme. Pour lui, c'est la philosophie du bon sens. Et là, on peut dire que, effectivement, la philosophie du bon sens, c'est d'étudier les contraintes de l'homme, son annihilation, c'est exact, mais il n'y a pas que ça, à mon sens, en tout moins. Et ça, on va découler, si vous voulez, que pour Marx, la société n'est pas juste la pluralité des hommes qui est vivant, mais qu'elle n'est pas non plus des nomades isolés, associés étrangement. Marx a une conscience quand même d'un État ou d'une classe sociale des opprimés face aux capitalistes.
là, je rajoute en fait que l'animal humain, nous, l'homme, nous vivons d'échanges thermodynamiques depuis la création du monde. Sexe contre nourriture, force contre énergie, tout est échange. Marx ne dit pas vraiment le contraire non plus, mais il parle d'un vice de forme, si vous voulez. Ce vice de forme vient au 19e siècle par le modèle de production capitaliste. On va le décrire après. D'accord? Mais enfin, l'échange a toujours existé. Marx a quand même mis en scène Sabonne. Il y a eu un échange entre lui et Sabonne. Peut-être un échange d'ailleurs de pouvoir à subordonner, de chef à subordonner. On ne sait pas. Hein? Alors cela veut dire que les animaux ne produisent pas leurs conditions d'existence. Ils restent enfermés dans des cycles de reproduction physique des individus. Là, je cite encore le livre. Effectivement, et ça, c'est Arnold Gehlen. Je vous invite à voir ma vidéo sur le sujet. Donc Marx dit la production n'intervient qu'avec l'accroissement de la population. Pour lui, il vit au 19e siècle, il voit la révolution industrielle, et là, et pour lui, la lutte des classes commence à cette époque-là, ou tout au moins se cristallise. Non, moi je dis que non, bien sûr que non. En fait, il y avait des centres de production industrielle à la chaîne au néolithique déjà. En Belgique, il y avait des centres, je crois, ou au nord de la France, il y avait des centres de taille de silex. Le travail, la répartition des tâches est aussi vieille que l'humanité. Ça a toujours existé, c'est le facteur premier de notre développement. La socialisation des tâches, suivant la possibilité de chacun, a toujours existé. Par exemple, l'homme préhistorique de Néandertal, peut-être un peu moins d'ailleurs, c'est peut-être une des raisons de sa déchéance. Mais Homo sapiens répartit les tâches. Il y a des personnes, souvent plus âgées, des vieilles femmes qui vont garder les enfants du clan. Les femmes vont aller à la cueillette, la chasse des petits animaux, les hommes vont aller plus loin parce qu'ils peuvent s'absenter plus longtemps, ils n'ont pas besoin d'allaiter les petits et ils vont pouvoir ainsi aller chasser du gros gibier. Vous voyez, la répartition existe déjà, suivant les moyens de chacun. C'est étrange parce que même Marx le définit, la phrase que je vous ai lue tout à fait au début, mais pour lui, c'est quand même le moyen de production, le modèle de production capitaliste qui crée cette séparation des tâches. Ben non, pas du tout, ça a déjà existé. Il y a chez Marx un véritable enthousiasme du progrès technique. Alors ça, c'est assez étrange, parce que une des premières révoltes également du monde ouvrier, ça sera contre les machines. Quid aujourd'hui de l'intelligence artificielle, par exemple? Lui pense, comme c'est un scientiste, il est issu du siècle des Lumières, il pense que la science va résoudre tous les problèmes. Non, on le sait, on sait aujourd'hui que c'est pas vrai. Marx est aussi un productiviste. Hein, et ça, tous les modèles communistes mis en application, de l'URSS au Cambodge, partout, ça a été des modèles de productivité. C'était un capitalisme étatique. Hein, à la différence de Proudhon. Proudhon, c'était vraiment un anarchiste, hein, dans ce sens-là. Alors, par exemple, là, je relis le livre de Denis Colin. Pourquoi les Grecs étaient-ils si peu techniciens alors si bons mathématiciens? Ça, c'est intéressant. Parce que les rapports de production esclavagistes n'ont aucun besoin de progrès technique. Le progrès technique est lié à la machine, est lié à la libération de l'homme. Si vous avez des esclaves, vous n'avez pas besoin d'avoir de machine. Il faut bien le comprendre, c'est l'homme libre qui peut aller travailler dans les usines. Bon, alors, est-ce une volonté à un moment donné? On a libéré l'homme. La guerre américaine, la guerre civile américaine étant cela un très bon exemple. Le Nord veut libérer l'esclavagisme pour les mettre dans des usines. Hein, c'est les protestants contre les catholiques. Hein, allez voir toutes mes vidéos sur les sujets. Là, j'ai pas le temps d'en dire plus, mais c'est très intéressant. Alors, le MPC dont on parle, c'est le mode de production capitaliste. Alors, le MPC, c'est important pour Marx parce qu'en fait, il n'a rien contre le capital. Le communisme est un capitalisme comme un autre, sauf qu'il est étatique. Avant l'ultime libération de tous les travailleurs et le monde anarchiste utopique, mais qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais, je pense. Alors, le mode de production capitaliste, c'est ce qui révolutionne un petit peu la pensée de Marx, et là, lui, on arrive à la conclusion qu'en réalité, c'est le modèle qui est mauvais, pas le capital, c'est le modèle. C'est le modèle, c'est-à-dire que certains profitent du temps des autres. En cela, il n'a pas tout à fait tort. La révolution sociale a d'abord éclaté dans des pays où le MPC était loin d'avoir développé toutes les formes productives qu'il pouvait contenir. En fait, le communisme n'a jamais existé dans les pays capitalistes. Enfin, dit capitaliste. Il a pu se développer dans des pays toujours presque moyenâgeux. Et pourquoi? Parce que ces pays-là étaient prêts à recevoir une dictature de prolétariat.
l'Angleterre, Marx attendait la révolution en Angleterre. Mais en fait, le marché s'est régulé, la société s'est régulée, le travail des enfants est devenu interdit, etc., etc., sans révolution. Parce que, en fait, le capitalisme, l'homme a tendance à se réguler. Hein. Je rentre dans la politique. Le troisième point, lui, est un très important dans la politique, c'est la plus-value. La notion de plus-value pour Marx est le point de départ de l'exploitation. Hein. Selon Marx, la plus-value est la valeur que le travailleur produit au-delà de la valeur de sa force de travail, qu'il est exploité par le capitalisme. Donc ça, c'est intéressant à comprendre. Alors moi, je rajoute que, si vous voulez, Marx, si tu m'entends, là-haut, très là-haut, l'exploitation a toujours existé, elle existera toujours. Nous sommes des animaux faibles. Si je peux profiter, je profite. C'est très difficile de m'empêcher moi-même de profiter de quelque chose. Alors, on a un sens moral, bien sûr, parce que sinon on n'arriverait pas à vivre en société. Le sens moral, c'est quelque chose qui s'est forgé avec le temps, par les contacts humains, par la biologie même. Vous savez qu'une mère, par exemple, quand elle accouche, son cerveau se transforme. Il y a des hormones nouvelles qui apparaissent, etc. Et elle se concentre sur son nouveau-né jusqu'au sacrifice de sa vie. Ça, c'est de la biologie. Ça va même au-delà de la simple anthropologie. Et ça, Marx, ça passe un peu à côté. Alors, l'exploitation a toujours existé. Marx, tu as fait un enfant à ta bonne. Si ça, c'est pas de l'exploitation, enfin, ou un pouvoir de domination, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ça, c'est un rapport de force, le rapport de force ultime du patron sur son employé. C'est du viol, quasiment. Alors, Marx va émettre une critique de l'économie politique. Pour lui, son travail fondamental, c'est, et là en cela c'est tout à fait exact, le Capital, c'est une critique de l'économie politique. Parce qu'il définit que le modèle de production capitaliste est mauvais. Parce que l'homme peut créer une plus-value. Et en ce sens-là, je le redis, il a raison. Il faut mettre des contraintes au libéralisme, parce que même s'il a tendance à se réguler, ça peut prendre du temps et ça peut faire beaucoup de casse. Et le plus grand libéralisme économique qui existe, c'est la mafia. Hein. Les systèmes mafieux sont hyper libéraux et universels. Hein. La mafia d'Amérique du Sud, elle parle avec la mafia russe. Hein. Ils s'entendent très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, sur le strict plan de la théorie économique, Marx est sûrement beaucoup plus proche du monétarisme d'un Milton Friedman que des keynésiens de gauche. Ça, c'est encore, je cite le livre de Nicolas. Ça, c'est intéressant, parce qu'en réalité, Marx n'a rien contre l'argent. Une fois de plus, pour lui, c'est le modèle qui est mauvais. En ce sens, le combat idéologique contre le capital est vain. Bah oui, c'est clair, parce que c'est comme lutter contre la religion. Nous avons besoin de ça pour vivre. Nous avons tout simplement besoin de ça. Alors là, je pose une question à Marx. Si jamais Marx était ici aujourd'hui, qu'est-ce qu'il penserait du Bitcoin? Ce moyen d'échange décentralisé. Est-ce un modèle marxiste? Alors, si la société bourgeoise moderne a adopté le protestantisme, ça c'est une chose intéressante. En fait, la révolution industrielle, je vous reparle de la guerre civile américaine, mais la révolution industrielle a eu lieu dans des pays capitalistes. Elle a aussi existé dans les pays latins et catholiques, mais elle était beaucoup moins violente. Pourquoi? Parce que ça, c'est Marx qui le pense, c'est qu'en fait, le protestantisme a libéré quelque chose dans l'homme qui est l'argent. L'argent n'est pas sale chez les protestants. Vous savez, des Grecs aux catholiques, l'argent, c'est pas la plus belle des choses. C'est un moyen, on va dire, et notamment l'usure ou la plus-value, hein, bien évidemment. Alors, pour Marx et ses penseurs et les marxistes qui vont arriver après lui, la révolution industrielle, certes, mais il y a aussi eu la colonisation. D'accord, la colonisation joue un rôle très important parce que c'est le début du capitalisme pur où on peut exploiter le plus faible d'une manière totalement dévergondée, on va dire. Hein. Alors là, je vais parler de la différence, encore une fois, entre le système anglais, protestant, et le système, catholique, français, par exemple. Hein. Alors, les Anglais sont très intelligents. Ils achètent le coton donc en Inde, dans leur colonie pas chère. Ils exploitent là
Donc c'est une exploitation capitaliste, on peut le dire, hein, voire presque esclavagiste, même si l'esclavagiste est depuis longtemps aboli, notamment aux États-Unis, en Amérique. Donc ils achètent ce coton pas cher, ils l'emmènent en Angleterre, où ils le font processer par des producteurs, donc des indépendants, s'il n'y a plus d'esclaves, donc des ouvriers exploités. Et ensuite, ce même tissu est ramené en Inde et vendu aux colons, pas aux colons, est vendu aux indigènes à un prix fort, et la plus-value, là, elle est énorme. Donc ça, c'est un peu l'histoire des colonies en général, et c'est vrai que là, à ce niveau-là, c'est pas du commerce équitable, hein, ça c'est clair. Alors, l'ouvrier travaille sous le contrôle du capitalisme auquel son travail appartient. Ça, c'est une notion importante aussi. C'est-à-dire, en fait, dès que moi, j'embauche quelqu'un, à partir du moment où je l'embauche, je pourrais très bien, comme il y a un contrat qui est passé et que j'échange quelque chose contre de l'argent, je peux très bien le faire travailler ou lui demander de regarder un mur blanc. Je le paye. Donc, il fait ce que je lui demande. Alors, bien évidemment, c'est pas aussi simple. Nous sommes des animaux un peu plus fins psychologues. Mais voilà, son travail, son temps m'appartient. Et là, Marx parle de quelque chose de concret. Pour Marx, il divise une journée de travail, on va dire, allez, 8 heures. Il divise la moitié le matin, par exemple, les 4 premières heures, équivaut réellement à la rémunération du travail. D'accord? Et ensuite, le surplus, les 4 heures de l'après-midi, ça, c'est la plus-value. C'est en fait, en gros, l'ouvrier, le producteur va travailler gratuitement. Et ça, c'est la plus-value. Donc ça, on est d'accord que c'est pas tout à fait honnête. Bon, je ne pense pas qu'on pourrait simplifier les choses à cela, mais bon, pourquoi pas. Donc effectivement, là je précise, et d'ailleurs j'en parle dans l'espace épais, le vol du temps, le temps libre est la plus grande des richesses, parce que c'est le temps libre qui permet de s'éduquer, de s'instruire. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc le MPC, le modèle de production capitaliste, est fondé sur la production de la plus-value pour Marx. Hein. Là, je le cite, le capital est du travail mort qui, semblable au vampire, ne s'anime qu'en suçant le travail vivant, et sa vie est d'autant plus allègre qu'il en pompe davantage. Donc ça, c'est la critique de Marx sur ce capitalisme vampire qui vole le temps du producteur. Bon, moi je dirais qu'il faudrait quand même distinguer le capitalisme. On n'est pas tous sans morale, notamment chez les catholiques. Hein. Je rappelle que il y a eu du social catholique en France dans ces mêmes époques. Proudhon en parle. Et en Angleterre, même chez les protestants, ce capitalisme un peu dur, c'est au fil des ans érodé, hein, et des droits ont été donnés aux travailleurs sans révolution communiste. La limitation de la journée de travail, par exemple. Alors, le capital investi dans cette entreprise pourra empocher de sa plus-value extra due précisément au différentiel de productivité au rapport aux concurrents. Alors, c'est pareil, ça pour Marx, etc. Il n'y a pas une entente des bourgeois dans la concurrence parce que les bourgeois n'arrivent pas à s'entendre pour lui. Il n'y a pas de classe bourgeoise, il y a juste une classe d'ouvriers, d'exploités, si on les éveille à cette exploitation, hein, bien évidemment. Mais pour lui, en fait, toute production capitalistique va arriver à une concurrence, à la diminution des prix et à une surexploitation encore des producteurs. La plus-value accumulée, c'est Marx, je cite Marx, retombe sur des individus qui n'ont aucun rapport avec la production. D'accord? Donc ça, c'est, on va dire, les actionnaires quelque part. Hein. Bon, là, il n'a pas tort. Hein. Et ça, c'est un des grands problèmes auxquels on fait face aujourd'hui dans le capitalisme mondial dans lequel on est. Hein. De la propriété naine du grand nombre, la propriété colossale de quelques-uns. Bon là, aujourd'hui, c'est encore plus le cas. Donc Marx a raison. Les producteurs sont changés en prolétaires et leurs conditions de travail en capital. Là, je rentre maintenant dans la partie lutte des classes. Le fondement de Marx, hein, les classes sont en lutte. Donc Marx voit l'histoire comme une lutte des classes sociales, principalement entre la bourgeoisie et le prolétariat. Bon, les penseurs modernes, hein, comme Hobbes, etc., pensent qu'il y a un contrat social entre les hommes et l'État, et que l'État est là pour les protéger et pour les rendre libres. Pour Marx, l'État est contrôlé par les bourgeois à son époque, hein, parce que l'argent contrôle tout définitivement. Hein, ça, c'est une évidence. Donc là, il y a deux
système de pensée assez opposé. Pour Marx, l'État trouve son origine dans le conflit entre dominants et dominés. Bon, ça se discute. Marx réfute la conception qui fait reposer l'histoire sur des rapports entre des gens libres, violents, qui s'opposent. Pour lui, tout est lié. Ça, c'est le concept un peu qu'on a de l'histoire. Hein. Pour lui, les barbares qui envahissent et ainsi de suite, pour lui, tout est lié au modèle de production capitaliste. Parce que quand il va citer, si vous voulez, l'Empire romain, il parle de l'enquête de l'Empire romain par les barbares. Marx dit « Les barbares prirent l'Empire romain et c'est le fait de cette prise que l'on invoque pour expliquer la transition au monde ancien à la féodalité, hein, de l'Antiquité au Moyen-Âge. Toutefois, dans la prise opérée par les barbares, ce qui importe, c'est de savoir si la nation conquise a déployé des forces productives industrielles ou si ces forces productives reposent principalement sur la seule association ou sur la communauté. Et finalement, n'importe où, c'en est très vite fait de ces prises et quand il n'y a plus rien à prendre, il faut bien commencer à produire. Donc en fait, Marx ne pense pas du tout que il y a eu des changements civilisationnels, des grands remplacements pour être moderne, etc. Tout n'est lié qu'au modèle de production capitaliste. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il faut produire, et dès qu'on va commencer à produire, il y aura la classe bourgeoise, les dominants, si vous préférez, et la classe exploitée. Alors là, c'est quand même pas tout à fait faux, et d'ailleurs, il y a un point qui est totalement négligé ou mal abordé, ou bah, c'est un vice de forme dans le marxisme, c'est le monde paysan. On va en parler après. De cette nécessité de produire se manifeste très tôt, il s'ensuit que la forme de communauté établie par le conquérant en train de s'établir doit correspondre au niveau des forces productives existantes. Bon, une fois de plus, l'industrialisation du monde a toujours existé. Il y a toujours eu de la production, même dans les sociétés féodales, même dans les sociétés antiques et même préhistoriques. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas parce que il n'y a plus rien à prendre gratuitement que les barbares doivent se mettre à produire. Les barbares produisaient bien avant, bien sûr. Je donne l'exemple ici des Phéniciens. Les Phéniciens allaient chercher de l'étain jusqu'en Écosse, voire en Amérique. Voilà, donc en fait, alors oui, Marx dira que ça c'est du commerce, c'est pas de la production, mais il ramenait ça pour produire du cuivre. Hein, donc il y a toujours eu de la production, il y a toujours eu de la répartition des tâches, il y a toujours eu du fordisme entre guillemets. Mais bien évidemment, pour Marx, le point d'achoppement est cette révolution industrielle parce que le modèle de production capitaliste est exacerbé à cette époque-là. Il vit dans son temps, bien sûr. Alors, c'est seulement avec la domination du MPC, du modèle de production capitaliste, que les conflits de classe deviennent véritablement des conflits centraux, dans le même temps que les ordres sont éliminés. Donc là, une fois de plus, tout converge pour lui à ce problème-là. Je cite le livre de Nicolin, nos proto-capitalistes, le capitalisme commercial dont je viens de parler, s'ils forment une classe, n'ont pas de lien direct avec le mode de production. Oui et non, je suis pas tout à fait d'accord, parce que les Vikings étaient des commerçants, des producteurs et des guerriers, donc et des hommes libres. Puisqu'ils ils ne sont pas les exploiteurs plus ou moins parasitaires d'autres modes de production. Donc pour Marx, il y a vraiment un clivage qui existe. Hein. Et là, on va parler un peu des paysans, parce que pour Marx, les paysans parcellaires ne forment pas une classe à proprement parler. Alors Marx, il a un problème avec la paysannerie, tout comme Mélenchon a un problème avec les paysans, parce que c'est la population souche, c'est la population indigène, et qui, elle, a une conscience de groupe, d'appartenance. Pas de classe au sens marxiste, mais tout de même. Là, on est au cœur avec la différence avec, par exemple, un autre système social qui est le national-socialisme. Le fascisme un peu moins, parce que le fascisme est quand même un système beaucoup plus libéral. Mais dans le national-socialisme, même celui d'Hitler, lorsqu'il a fait son coup d'État au sein du système, et qu'il a annihilé la gauche national-socialiste, hein, très proche du national-bolchevisme, hein, parce que le national-bolchevisme a existé en Allemagne aussi, et Staline était un national-bolcheviste. Hein. Bon, je peux pas trop en parler, parce que j'ai pas le temps, c'est trop long sinon, mais là, il y a une réelle différence parce que dès qu'on est nationaliste,
on va s'appuyer sur le monde paysan. D'accord? Le monde paysan est un monde enraciné dans sa terre et qui a une profonde lien presque spirituel à la Hegel, à la Jung. C'est plus qu'une classe, c'est une ethnie, c'est un clan, un groupe fondé par des liens extrêmement forts, héréditaires. Et ça dérange le marxisme, parce que le marxisme est purement urbain. Le marxisme n'existe qu'avec des gens déracinés de leur terre, qui souvent leur appartiennent à cette époque-là déjà, pour aller en ville et dans ce monde cosmopolite, et là, ils perdent leurs racines. Et donc Marx peut leur proposer une nouvelle racine, qui est ce prolétariat international. Alors ça, il esquive, hein, ça c'est un véritable problème. Bon, il y a dans l'œuvre de Marx une certaine représentation de la classe ouvrière ou du prolétariat, mais pas de la classe paysanne. Hein. Pour lui, c'est comme pour Mélenchon, les Français de souche, c'est le problème de la cohésion sociale de cette nouvelle internationale qui aujourd'hui, on va plus parler de prolétaires, mais de producteurs, ces producteurs, cette génération slash quasiment nomade, exploitée par plus la classe bourgeoise, parce qu'elle n'existe quasiment plus, mais par les GAFAM, on va dire, les ultra-capitalistes riches de ce monde. Bon, alors moi, ici, c'est en touche du doigt quand même quelque chose de très important, parce que pour moi, la réelle solution, ce n'est pas cette classe internationale. L'internationalisme ne fonctionne pas, on a tenté, mais moi, je parlerais plutôt de corporations de métiers, je parlerais de ligues de métiers comme ce qu'il y avait au Moyen-Âge. Vous savez, les premiers travailleurs libres, ils sont apparus au Moyen-Âge. Alors, il y a eu les histoires des pestes, etc., qui a commencé à faire que les vilains, c'est-à-dire les habitants des villages, pouvaient partir à un autre village, vendre leurs services au plus offrant, hein. Comme au Cambodge. Au Cambodge, il n'y a pas de chômage. Et c'est aux entreprises de séduire leurs employés, hein, parce qu'ils partent comme ça pour $10 de plus, ils se cassent. Hein. Voilà, l'aliénation ne va pas que dans un sens. Hein. Moi, je suis aligné à mes employés. Hein. S'ils partent demain tous, je suis dans la merde. Donc, il y a un véritable rapport de force sain qui existe. Hein. Le rapport de force est sain s'il est juste. Donc, si vous voulez, ce monde de déracinement de ces urbains fonctionne, et cette nouvelle classe possible que Marx a rêvé de ces urbains déracinés n'existe que justement parce qu'ils ont quitté leur terre. La lutte des classes est finalement une lutte d'espace de paix, d'espace. Quand vous avez plus d'espace de paix, quand vous avez plus de terres, de possessions, de biens, et bien, comme disaient les Romains d'ailleurs, hein, la définition du prolétaire chez les Romains, c'est celui qui n'a que ses enfants comme richesse. Hein. Et bien, vous êtes déraciné. Et quand vous êtes déraciné, et bien là, on peut vous réembrigader dans un nouveau concept de classe. Hein. Là, je vais vous citer quelque chose de très intéressant. J'ouvre les guillemets. Dans la détresse, le désarroi, la solitude, le déracinement, toutes les fidélités, tous les attachements sont à conserver comme des trésors trop rares et infiniment précieux à arroser comme des plantes malades. Simone Weil, l'enracinement. C'est beau, n'est-ce pas? Je cite un deuxième texte. J'ouvre les guillemets. Car c'est seulement au sein d'un peuple qu'un homme peut vivre en tant qu'homme parmi les hommes s'il ne veut pas mourir d'épuisement. Hannah Arendt, La tradition cachée. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ces deux très beaux textes? C'est que tout simplement, si vous déracinez les hommes de leur terre, de leur famille, de leur clan, de leur peuple, eh bien vous en formez, vous créez une nouvelle classe perdue, urbaine, donc exploitée certes, et surtout à la dérive. Et c'est ça que le marxisme récupère. Et toujours aujourd'hui, les jeunes des banlieues déracinés, c'est des urbains à la dérive qui n'ont plus de peuple. On en reviendra dans la conclusion. Alors là, on va toucher un autre point qui est toujours d'actualité, c'est que Marx aussi va parler du producteur libre. Et ce prolétaire libre, en fait, vous devenez libre si vous quittez votre terre. Quand vous êtes enraciné à votre terre, vous n'êtes pas libre. Un paysan n'est pas libre. Il n'est pas un esclave, mais il est, lui, du coup, aliéné à sa terre. Mais ça, dans le beau sens du terme, c'est beau d'être aliéné à sa terre. L'homme qui est déraciné devient un homme libre, mais libre de tout. Un homme perdu, un homme abandonné. Un homme
nomade, à la dérive, qui n'a plus de terre, qui n'a plus d'espace de paix. Et là, le capitalisme peut s'en accaparer. Ça, c'est tout à fait vrai. Et aujourd'hui, on peut parler des nomades digitaux. Pareil, des gens un peu déracinés, qui n'ont plus de terre, qui vivent à droite ou à gauche. C'est les nouveaux producteurs prolétaires de ce monde. Les producteurs est l'un des termes dont les occurrences sont les plus nombreuses dans le Capital. Je cite le livre de Denis Colin. Sont toutefois être une classe sociale. Cependant, c'est leur association qui est la formule clé de la révolution sociale à venir. C'est ces gens perdus que Marx essaye d'exploiter, entre guillemets. C'est la misère de ces gens-là qu'il pense pouvoir fédérer dans cette classe mondialiste universelle du prolétaire et pour aboutir à la dictature du prolétariat. Alors, le modèle de production capitaliste, les développements des machines et l'application des sciences de la production n'a pas pour autre finalité d'augmenter la plus-value, loin de soulager la peine des travailleurs. Donc, en fait, Marx contredit, parce d'un côté, il dit que la science est l'avenir, et que c'est aussi cette science, cette machine, qui va encore plus exploiter l'homme. Bon. Bref. Il va aussi inclure dans cette nouvelle classe sociale des travailleurs, nomades, déracinés, également les petits cadres, les petits ingénieurs, etc. Il va quand même essayer d'englober tout ça pour leur donner une conscience de classe contre le bourgeois. Alors aujourd'hui, ça n'existe plus, parce que le bourgeois est même à inclure dans cette classe, parce que pour moi aujourd'hui, il n'y a plus que deux classes, c'est-à-dire en fait les ultra-riches et les autres. C'est pour ça que, si vous voulez, que les derniers soubresauts néo-trotskistes ont tant de haine, parce qu'ils ont compris qu'en fait, ils ont perdu. Le monde s'est transformé. Le monde de Marx du XIXe siècle n'existe plus. Là, je cite le livre, le marxisme du XXe siècle a trouvé son champ d'application principal dans les pays capitalistes, à développement retardataire. Pays encore largement soumis à des rapports sociaux féodaux ou semi-féodaux. C'est ce que je disais tout à l'heure, la révolution a eu lieu en Russie, même pas en Allemagne. Elle a eu lieu dans des pays dits émergents, où les gens ont pris une dictature ancienne pour une nouvelle. Mais ça n'a pas pris en Europe occidentale, parce que nous sommes fondamentalement des individus libres. Et que même s'il y a des cycles où on est exploité, etc., on veut s'en sortir individuellement. On n'a pas besoin d'une dictature de prolétariat. On n'a pas besoin de ça pour vivre. Alors là, on touche du doigt une autre différence, c'est que le national-bolchevisme, qui a vu le jour en Russie, l'internationalisme trotskiste n'a pas tenu très longtemps. Parce que l'internationalisme, c'est une utopie. Alors peut-être qu'un jour, on vivra tous sans gouvernement, sans État, tous ensemble, sous un arc-en-ciel et avec des pingouins. Bon, peut-être. En attendant, la réalité, c'est que tous les systèmes communistes sont des systèmes qui ont vu le jour, sont des systèmes néo-bolcheviques. Néo-bolcheviques, pourquoi? Parce que tout simplement, on a besoin d'un État, dans ces systèmes-là, d'un État fort, un capitalisme étatique, une nation, une frontière, et la mise en place d'un système autoritaire. Parce que il faut éduquer le peuple pour l'instruire et après le libérer. Bon, la libération n'a jamais eu lieu, comme vous le savez. Donc là, on va toucher quelque chose de très important, c'est que dans ces systèmes-là, on s'est toujours arrêté à la phase totalitaire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'est pas prêt à vivre différemment, je le pense sincèrement, et que la bureaucratie prend le pouvoir. Et la bureaucratie, pour Marx, c'était quasiment une caste. C'était pas une classe, c'était une caste. Voilà, la bureaucratie prend le pouvoir dans ces pays-là. Et quand vous êtes face à une bureaucratie, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Même si le but ultime pour Marx était la fin de l'État, là, du coup, au sens un peu proudhonien de l'anarchisme, ça n'a jamais eu lieu. Ça n'a jamais eu lieu. Tous ces régimes se sont effondrés par eux-mêmes, parfois dans la violence, parfois dans la tragédie. Le Cambodge, ça a été une tragédie. Bon, l'Union soviétique, vous connaissez le déroulement. Voilà. Alors, le but, bien évidemment, pour Marx, c'est la fin de l'État. La fin du socialisme. Il y a la révolution, vous savez, le socialisme et la fin de l'État. Mais ça n'a jamais fonctionné. Et ça ne fonctionnera jamais. Pourquoi? Parce que, comme le dit Denis Colin, la politique est le royaume de l'illusion.
Si l'État est seulement l'instrument de la domination de la classe dominante, il faut expliquer non seulement pourquoi Marx défend la nécessité pour le prolétariat de s'emparer du pouvoir de l'État, mais aussi la lutte pour les lois sociales. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, Marx veut abolir l'État par un nouvel État. Bon, ça c'est un des contresens du marxisme. Au moins Proudhon, il était un peu plus clair. Hein. Il allait par étapes jusqu'à un modèle anarchiste, un petit peu la commune, mais même la commune a créé un nouvel État. La commune, une fois qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont créé un État, avec des polices, des grades, etc. Quand la Révolution a eu lieu en 17, on a tout de suite recréé une police. On a tout de suite recréé un État. La limitation légale de la journée de travail s'est faite sans révolution en Angleterre, dans le même État capitaliste. Ça, c'est ce que disent les économistes modernes. C'est-à-dire, en fait, il faut laisser au capitalisme une liberté, et comme pour eux, l'homme n'est pas mauvais, ou tout du moins, son égoïsme fait qu'à un moment donné, il a besoin d'avoir des travailleurs en bonne santé, qui puissent avoir des enfants pour acheter leurs biens. Il y a une certaine logique, une certaine association, une certaine symbiose qui se forme, où la pure exploitation ne peut pas exister. C'est intéressant, bon, il y a une certaine confiance en l'humanité, et puis surtout, ça peut fonctionner s'il n'y a pas de capitalisme de collusion. Mais le problème, c'est que, comme je le dis souvent, l'homme est faible et la collusion arrive. Les magouilles, l'entre-soi, la mafia, le capitalisme mafieux n'est jamais très loin du capitalisme, parce que c'est la facilité. Hein, si je peux gagner beaucoup d'argent en vendant de la drogue, pourquoi je ne le ferai pas? Ah, parce que j'ai une morale. Oui, mais est-ce que tout le monde a une morale? Non, parce qu'a priori, de la drogue se vend. Ou la prostitution, si vous préférez. Imposée, ou Marx qui fait un gosse à sa bonne. Hein. Bon, bien sûr, suppression de l'armée permanente, ça c'est les grandes idées du marxisme. Délégué au suffrage universel, fonctionnaires publics élus et révocables, séparation de l'Église et de l'État, bon ça a eu lieu, hein, etc. Bon, il y a beaucoup de ces choses-là qui ont eu lieu d'ailleurs, hein, dans le socialisme, etc. Alors, donc il pourrait y avoir des intérêts communs aux classes antagonistes, dit Denis Colin. Bah oui, ça s'appelle faire peuple. C'est tout simplement faire peuple. Mais pour les internationalismes, même pour Marx, qui ne regarde pas la paysannerie, ou pour Mélenchon, qui est non, les paysans c'est le problème. Bah oui, parce que eux font peuple. Il y a des peuples. Et un peuple, c'est comme une famille, c'est une cellule familiale étendue jusqu'à la nation, qui est à peu près une taille assez correcte pour associer des familles entre elles. Mais si on fait peuple, on n'a pas besoin de lutte des classes, Marx ou Mélenchon. Pas besoin. Si la nation est composée d'un collectif enraciné et fait encore, il n'y a pas de lutte des classes. Il y a éventuellement une lutte contre l'internationalisme. Parce que ça, ce sont des concepts de nation, donc nationalistes. Bon, voilà un petit peu pour ça. Je terminerai sur Lénine, hein, ou Staline. Effectivement, ils sont devenus des nationaux bolcheviques. Trotsky, son internationalisme n'a pas fonctionné, donc il a été tué. Et on est revenu à des formes étatiques d'État avec des nations, frontières, etc. Capitalisme d'État, collectivisation, etc. jusqu'à l'effondrement du système, comme vous le savez. Alors, je rentre dans la partie conclusion. Alors, déjà, je vous invite à lire Espace et Paix, parce que je parle d'un peu tout ça. Alors, l'œuvre de Marx est considérable et importante. Il faut le lire, comprendre ce qu'il a voulu dire. C'est quelqu'un qui a marqué notre temps et qui a dit beaucoup de choses très intéressantes. Bien évidemment, si son modèle ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est que le monde a évolué et que lui vivait au 19e siècle et dans sa science de l'époque. Donc voilà. C'est normal qu'il se soit trompé sur de nombreux points, ou tout de moins qu'il ne soit pas juste. Et c'est surtout après l'interprétation. Marx n'était pas marxiste, je le redis. C'est les dérives qu'il y a eu après. Hein, Marx, s'il avait vu Pol Pot, je pense qu'il n'aurait pas été tout à fait d'accord. Hein. Donc le communisme n'a jamais fonctionné. Et pourtant, il fut développé dans de nombreux pays. On l'a testé. Alors, les marxistes vont me rétorquer, ah oui, mais le communisme n'a jamais existé dans sa troisième phase, qui est l'État sans État. Bon, très bien, ok. Avec des si, on fait ce qu'on veut. Le fait est que ça ne fonctionne pas, tout simplement peut-être parce que nous, les humains, ne sommes pas faits pour ce système. Moi, je ne peux pas vous demander de m'aimer. Il y a certainement des personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont dire « Ah mais quel con celui-là, etc. Il ramène sa fraise, il connaît rien, etc. » Et ils vont pas m'aimer. On peut pas demander à un inconnu de vous aimer.
pour aimer quelqu'un, il faut le connaître. Donc on peut pas faire d'internationalisme comme ça et dire ah bah tiens, en claquant des doigts, on va tous s'aimer et puis le monde ira bien. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça et en fait, c'est pour ça qu'il faut faire les choses par étapes. Proudhon a tout à fait raison dans ce sens-là. Et Proudhon est un nationaliste dans le sens où il faut d'abord faire sa révolution chez soi. Là, chez soi, ici, dans la tête. Hein, et après, une fois que vous êtes un peu plus éveillé, un peu moins égoïste, bah, vous allez l'enseigner à vos proches, notamment à vos enfants, si vous avez la chance d'avoir des enfants. Vous allez les éduquer et les instruire. Et après, il faut être éduqué, c'est-à-dire en fait, il faut apprendre à écouter, il faut apprendre à être poli, il faut avoir un esprit civique. Et une fois que vous faites ça dans votre premier cercle, bah, on peut l'étendre à un deuxième cercle, à un troisième cercle, jusqu'à une nation. Et quand une nation est éduquée, est instruite, elle va pouvoir montrer ce modèle aux autres nations, qui elles-mêmes, à leur tour, pourront s'inspirer de ce modèle-là. Mais vouloir imposer d'un coup, dans un internationalisme, dans un universalisme dingue, la paix sur Terre, c'est tuer tous les gens. Et là, je vais vous citer la même phrase que je cite toujours. Après, je conclurai sur Badiou. Je cite, j'ouvre les guillemets, « La folie de la Révolution fut de vouloir instituer la vertu sur Terre. Quand on veut rendre les hommes bons et sages, libres, modérés, généreux, on est amené fatalement à vouloir les tuer tous. » Anatole France. Oui, eh ben c'est exactement ce qu'a fait le communisme, au Cambodge en particulier. Hein, bon, alors je vais quand même conclure sur les deux fondements qui pour moi sont les deux seules classes sociales qui existent au monde, les deux politiques qui existent au monde, l'internationalisme face au nationalisme. Bon, moi je suis un nationaliste parce que justement j'ai du bon sens et que je vais d'abord faire ma critique, je vais d'abord nettoyer chez moi avant d'ouvrir ma bouche et critiquer l'autre. Ça me paraît assez logique. Et comme on ne peut pas rendre l'homme bon, puisque nous sommes faibles, essayons de faire les choses par cercle. Hein. D'abord nous, après notre cercle, deuxième cercle, troisième cercle. Alors, il y a un truc intéressant avec Alain Badiou sur Saint Paul, la fondation de l'universalisme. Parce que Saint Paul, c'est lui qui a créé Jésus, ce premier communiste. Il voulait juste régler deux, trois problèmes avec les pharisiens, les capitalistes de l'époque. Hein. Le modèle de production capitaliste des Hébreux, cette époque-là, pour Jésus déconner. Il y avait trop d'argent en jeu dans les croyances, à la synagogue, etc., etc. Il a voulu faire le ménage. Bon. Mais Jésus, il ne s'est pas dit, tiens, je vais faire un truc universel. Non, pas vraiment. Il a fait son système, il avait des bonnes idées, etc. Et c'est Paul seul qui, après lui, a créé le christianisme universel. Et ce que dit Badiou est intéressant parce que, il dit que l'universalisme est fondé par Paul. Donc l'apôtre Paul a joué un rôle crucial dans l'établissement des principes universels. C'est sa célèbre phrase, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme. Donc il y a plus, on est tous en un en Jésus, vous comprenez? C'est ça l'universalisme de Paul. Lorsque Paul parle de résurrection, il ne s'agit pas seulement d'une résurrection physique, mais aussi d'une transformation intérieure, c'est-à-dire une résurrection intérieure. C'est cette transformation qui permet à l'individu de s'élever au-delà des entités de ces catégories. Pour Badiou, il faut d'abord faire une révolution intérieure, c'est ce que je vous disais. Et après, peut-être qu'on pourra parler d'universalisme. Après, la vérité comme fondement. Pour Badiou, l'universalisme est lié à la notion de vérité. Y a-t-il une seule vérité? C'est ça le problème aussi. Paul a proclamé une vérité qui transcende les différences et les limites. Cette vérité est au cœur de l'universalisme. L'amour, si vous préférez. Et d'ailleurs, l'amour n'est jamais abordé chez Marx. Hein. Enfin, à ma connaissance, hein, je me trompe peut-être, hein, mais bon. Paul incarne l'idée d'universalisme en transcendant les particularités et en proclamant une vérité qui s'applique à tous. Donc l'amour universel. Bon, pourquoi pas? Une fois de plus, c'est très beau, je suis pas contre. Mais de l'imposer, je peux pas vous imposer de vous dire aimez-moi. Non, ça prend du temps, c'est un processus de connaissance, d'apprentissage, etc. Moléculaire, biologique aussi, d'odeur, il y a plein de choses qui rentrent en jeu dans l'amour. Bon, en gros, Paul a jeté les bases de l'universalisme en proclamant la vérité absolue, c'est l'amour, aimez-vous, etc. Mais même Jésus, lui, il n'a pas vraiment dit ça. Vous savez, c'est toujours le problème entre Marx et marxistes. Les marxistes disent des choses que Marx n'a pas dit. Paul dit des choses que Jésus n'a pas dit. Quand Jésus dit aimez-vous les uns les autres, c'est entre frères, entre clans, proches. Aimez vos proches, ceux que vous connaissez, ceux que vous chérissez. Oui.
Et une fois que vous avez fait cette révolution intérieure et que vous aimez vos proches, et que toute une nation s'aime parce qu'elle fait corps et peuple, et je ne parle pas d'un peuple racial, biologique, ne soyez pas idiots, des peuples qui font corps, si vous préférez, et bien là, on va pouvoir commencer à montrer notre modèle aux autres. Alors, cet universalisme a échoué. Et il échouera encore demain, parce que nous sommes l'homme, et l'homme est faible. Donc, la complexité de la transformation. Paul nous dit de nous transformer, n'être ni juif, ni grec, mais tous pareils, égaux. Peut-être pas égaux, mais au moins tous transcendés. Mais c'est pas facile. Badiou souligne que la transformation intérieure nécessaire pour accéder à l'universalisme est profonde et exigeante. On n'est pas tous des moines. Elle implique de transcender les identités et les catégories. Ce qui peut être difficile pour beaucoup. Ben oui, ça je le confirme, moi le premier. Il faut du temps au temps. Les individus peuvent résister au changement et préfèrent rester dans leur zone de confort. Chez nous, dans notre clan, sur nos terres. Si demain, pour être juste dans le monde, on va dire aux paysans, bah écoutez, maintenant ta terre c'est plus à toi, ta terre que ton père t'a léguée, etc. On la prend, la confisque et puis on la donne à quelqu'un d'autre. Ben, il va pas être d'accord. Le contexte social et politique, l'universalisme est souvent en conflit avec des intérêts particuliers, des systèmes de pouvoir. Donc ça, c'est les lobbies, bien évidemment. Dans un monde où les inégalités persistent, où les identités sont souvent utilisées pour diviser, l'universalisme peut sembler idéaliste, utopique et difficile à mettre en œuvre. Oui et non, parce que, bon, je le dirai après. Après, bon, le dernier point, c'est l'interdépendance divergente. Différents penseurs ont des interprétations variées de l'universalisme. Effectivement, certains le voient comme une utopie, tandis que d'autres considèrent comme un objectif réalisable. Pour les marxistes, c'était réalisable. Moi, c'est une utopie. Les divergences d'opinion sur la signification et la portée de l'universalisme peuvent entraîner des désaccords sur son efficacité. Bon, alors, pour résumer, si vous voulez, l'universalisme peut sembler inefficace en raison de la complexité des transformations personnelles, oui, des contextes sociaux et politiques, ainsi que de différentes interprétations, etc., etc. Cependant, il reste un idéal, oui, il reste un idéal. Donc, on va conclure là-dessus. Il faut avoir un idéal. La bonté, le communisme n'appartient pas à la gauche, n'appartient pas au marxisme. Nous sommes tous des communistes. Nous voulons tous la paix. Nous voulons tous vivre en paix. C'est les moyens d'y arriver qui divergent. Il y a au-delà d'un certain lobby, d'une certaine catégorie sociale que moi j'appelle les ultra-riches, qui eux n'ont pas intérêt à ce que les peuples fassent corps, parce que ça les mettrait en danger dans la société dans laquelle ils vivent aujourd'hui, c'est-à-dire dans ce monde divisé, divisé pour régner. C'est pour ça que pour moi, la seule solution, c'est le nationalisme, mais un nationalisme sans haine ni violence, un nationalisme de raison. D'abord, votre nation à vous, c'est-à-dire votre souveraineté. Devenez libre, éveillez vous-même, transformez-vous, allez un peu plus vers l'amour. Et après, appliquez-le à vos proches. Et de fil en aiguille, vous allez créer une communauté autour de vous positive. Et cette communauté pourra influencer d'autres communauté jusqu'à l'échelle de la nation. Et quand nous serons une nation pleine, entière et heureuse, comme par exemple le petit Cambodge qui tend vers ça, eh bien à ce moment-là, on pourra, nous les Français, montrer notre modèle et l'appliquer aux autres, et le faire appliquer aux autres. Enfin, pas le faire appliquer aux autres, mais demander aux autres de nous regarder et pour qu'ils réfléchissent à prendre exemple sur nous. Mais pour ça, il faut d'abord avoir fait la révolution chez nous. C'est pour ça que moi, en conclusion, pour moi, le seul système politique valable, c'est une troisième voie, c'est la troisième voie. Ni américain, ni russe, français tout simplement, nationaliste, communiste cellulaire, communiste progressif, à la De Gaulle, si vous voulez, qui était par exemple pour la participation. Je suis pour la participation, je suis pour les coopératives, je suis pour les corporations de métiers. Bien sûr qu'il faut défendre ses intérêts contre celui qui peut être tenté de vous exploiter. Bien sûr, mais on ne peut pas imposer un modèle aux gens sans passer par des étapes progressives. Ça, Proudhon l'avait bien compris. Donc voilà, moi, mon modèle. Donc aujourd'hui, je le redis, je vais voter pour le Front National aux législatives parce qu'il propose une nouvelle approche. Pourquoi ? Parce qu'il faut changer. Et au moins, comme exactement le dit
la petite vidéo que je vais vous mettre d'une personnalité dont j'ai oublié le nom, mais je vais vous l'écrire, là j'ai un trou de mémoire, il dit la même chose. Regardez. Donc moi j'ai toujours été un petit peu dans l'attente de l'arrivée du FN pour voir quelle est la vraie réaction des Français. Est-ce qu'on est vraiment le pays des droits de l'homme ou est-ce qu'on est devenu autre chose? C'est aussi intéressant parce que peut-être qu'on est devenu autre chose. Et il faut accepter ça aussi. Peut-être que le FN a sa place en France et peut-être que ils vont faire un meilleur boulot et peut-être que... En tout cas, c'est peut-être une expérience à essayer. Ben voilà. Eh ben essayons. Comme ça, au moins, on aura le cœur net. Essayons ce modèle-là. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, à mon sens, on viendra vers la troisième voie, c'est-à-dire un souverainisme nationaliste raisonné. Marx a raison sur beaucoup de points, mais il s'est aussi trompé sur beaucoup de points. Donc, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des choses intéressantes à récupérer de la gauche. Moi, je vais de la gauche à la droite, mais souverainiste, dans un modèle raisonné à la française, la troisième voie, de Gaulle à Colonel Larocque, moi j'englobe tout, hein. Je ne suis pas raciste, pour faire un monde meilleur et en commençant par soi-même et ensuite au niveau de la famille, au niveau du quartier, au niveau de la région et petit à petit au niveau jusqu'à la nation. Et quand notre nation sera entre guillemets sociale, éveillée, heureuse, car indépendante et souveraine chez nous, eh bien, nous serons un exemple pour le monde. À bon entendeur, salut.